Daniel Armans, bonjour. Bonjour. Merci de recevoir Click Info chez vous, parce que c'est la semaine, c'est les heures de boulot, c'est pas toujours évident. Comme on l'a montré avant d'entrer et en entrant, on est donc chez Repair Club, on est avenue Georges-Henri à Beaulieu-Saint-Lambert, ça c'est un peu de pub, mais c'est bien que les gens sachent où vous situez. Alors Repair Club, repair, réparer. Club, là, il n'y a rien de très particulier, si ce n'est que dès qu'on entre, on voit que vous vous occupez clairement de téléphones, de tablettes, d'ordinateurs, etc. Et donc vous réparez des ordinateurs, des tablettes et des téléphones. J'ai eu l'occasion de faire venir des gens, j'ai eu l'occasion moi de faire appel à vos services aussi. Sans vouloir vous flatter, je trouve qu'on est plutôt bien reçu. Ça fait 2 ans et demi que vous êtes ouvert maintenant. Bah, absolument, ça va bientôt faire 2 ans et demi, on est ouvert au mois d'août. Et je suis très flatté de vos réflexions. Effectivement, c'est vrai qu'on mise tout sur la qualité du service. On vise le service 5 étoiles. C'est vrai que voilà, le client passe avant tout. On s'assure que le client sorte content. Et c'est ce qui fait d'ailleurs un excellent bouche à oreille et qui fait qu'on puisse progresser, en tout cas sur cette période déjà de 2 ans et demi. Alors, je vais être précis pour les internautes. Vous faites du téléphone et de la tablette, on va essayer d'être court. C'est les écrans qui sont brisés, on le verra en image de couverture, en plan de coupe. Donc les écrans cassés, les boutons foutus. D'ailleurs, vous m'avez montré l'arrière d'un bouton principal Oui, absolument. d'un iPad, c'est pas tant, il n'y a rien en fait, c'est deux petits contacts. Mais tout ça, c'est un métier. Et donc, comment est-ce qu'on choisit parce que beaucoup ont tendance à aller, je suppose, sur Internet, essayer de trouver des tutos et faire les trucs eux-mêmes. Quels sont les conseils qu'on peut donner si on a un problème avec son téléphone ou sa tablette? Ou même ordinateur. Alors effectivement, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les réparations plutôt faciles, donc le remplacement d'un bloc écran. Je pense que ça peut très bien s'exécuter soi-même si on est un petit peu bricoleur à partir d'un tutoriel. Maintenant, il faut savoir que par la conception de ces appareils, etc., il y a toujours un risque d'endommager ces appareils. Donc il faut quand même savoir à peu près ce qu'on fait. C'est vrai qu'on a l'expérience, ça fait déjà plusieurs années maintenant qu'on est sur le marché, ça fait 2 ans et demi qu'on est ici, mais ça fait déjà plus de 5 ans, du moins en tout cas Julien, qui travaille dans le secteur. Donc voilà, c'est d'un point de vue électronique, etc. On pousse toujours le truc un petit peu plus loin, on s'est perfectionné et d'ailleurs on a fait notre spécialisation, la réparation notamment de cartes mères, de MacBook. On vient vraiment se perfectionner de plus en plus sur un travail électronique profond, quoi. On va en venir justement à votre spécialisation Apple. On reviendra aux réparations de base après. Vous êtes vraiment spécialisé au niveau d'Apple, au niveau des ordinateurs principalement. J'ai vu beaucoup d'écrans iMac aussi en réparation chez vous, etc. Comment ça se fait que vous êtes allé vers cette spécialisation particulière et comment vous avez fait pour vous créer déjà une réputation dans le milieu, puisqu'on discutait tout à l'heure, et certains envoient leurs clients chez vous quand ce sont des réparations vraiment spécifiques. Et on voit sur les images d'ailleurs du travail très spécifique et très précis. Alors le premier intérêt, le fait déjà que nous apprécions ces machines particulièrement, elles ont quand même une relative bonne conception et sont faites pour durer dans le temps. La deuxième raison, qui est quand même plutôt financière, est que ce sont des matériaux qui sont quand même relativement chers à l'achat, donc il y a un réel intérêt de les faire réparer. On a une réelle valeur ajoutée et il est donc vrai le réflexe, pas jeter, absolument. Toujours faire vérifier, voir si c'est réparable. Absolument, et c'est bien souvent le cas, surtout vu sincèrement, parce qu'on parle beaucoup d'obsolescence programmée, etc. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Alors, bien sûr que j'ai une opinion là-dessus, et particulièrement concernant la marque Apple. C'est vrai qu'il y a une obsolescence programmée, même chez Apple, mais l'obsolescence programmée est plutôt calquée sur les mises à jour. C'est-à-dire qu'on fait des mises à jour qui sont de plus en plus gourmandes, qui fait que tôt ou tard, l'appareil va être rendu obsolète et beaucoup plus lent. Oui, moi j'ai un vieux Mac il y a 10 ans, il est obsolète, il ne peut même plus mettre à jour Safari. Voilà, typiquement, voilà, absolument. Il est clair que dans la conception, quand on regarde un produit Apple, ces produits sont conçus pour durer dans le temps. Ils n'ont pas été reniés sur la matière première qui fait ces composants électroniques, et donc on se retrouve avec réellement un appareil de qualité. Ce que toutes les marques ne font pas. On parlait de multimarques, est-ce que ça vous empêche d'accepter des réparations d'autres marques, je ne sais pas, Samsung, machin, Huawei alors toutes les majors, non. Samsung, Huawei, ce sont des appareils qui ont tout un bon intérêt, en tout cas du moins à faire réparer. Il est clair qu'il y a parfois des marques de première gamme qui ont une conception, je ne vais pas citer les noms, mais qui par conception sont faits pour ne pas durer plus longtemps que finalement une durée garantie classique qui est 2 ans.
Ces appareils-là, voilà, on les déconseille très clairement, on évite la réparation. Et vous le dites au client, je ne le parle pas parce qu'on ne va pas faire du bon boulot ou c'est pas possible. C'est pas une question de faire du bon boulot ou pas, on est tout à fait susceptible de faire du bon boulot, mais c'est aussi une question de proposer quelque chose d'intéressant. C'est qu'on sait que ces appareils, on va les réparer, mais ils vont revenir pour un autre problème relativement rapidement. Et quand bien même les frais, c'est que si on regarde par exemple le coût de la main d'œuvre et des pièces annexes, c'est même difficile finalement de lutter contre le prix d'achat d'un nouvel appareil. Voilà. Donc c'est difficile de vraiment proposer une solution pour certaines marques. Alors, quelles sont les réparations pour lesquelles on vient le plus souvent chez vous? On va essayer de prendre les trois. Deux catégories peut-être, parce que j'imagine qu'il y a à peu près les mêmes pannes et les mêmes accidents avec les tablettes, les phablettes et les GSM. Et puis, au niveau ordinateur, commençons par les GSM, phablettes et tablettes. Alors les GSM, la marque quand même qu'on répare le plus reste Apple, très clairement, suivi par Samsung. Voilà, ce sont des appareils qu'on a intérêt à faire réparer et le plus souvent c'est très clairement pour la casse d'un écran. C'est ce qui arrive de manière régulière ou éventuellement changement de batterie, etc. Budget pour un écran cassé ou une batterie, globalement, budget moyen d'une réparation chez vous pour un GSM par exemple? En fait, c'est d'expérience, ça va plutôt tourner autour de 70-80 €. Maintenant, le panel est plutôt large. En réalité, nous, la marge qu'on prend va toujours tourner autour de 30-40 € en fonction du boulot à faire. Finalement, c'est le coût de la pièce derrière qui se répercute sur le client final. Et c'est vrai que, par exemple, je prends le cas pour Apple, ça peut aller de 45 € pour l'iPhone 4 4S, qui est relativement raisonnable, à 180 € pour les derniers modèles. Donc, voilà, le panel est assez large, en fait. Justement, vous parliez de prix. Apple, moi j'ai vu tout à l'heure, j'ai assisté, c'est les images d'ailleurs qui passent en illustration sur votre interview. Julien a travaillé 1 heure à peu près tout à l'heure. Alors on résume vite le problème. Un MacBook Pro, ordinateur, problème de son, il l'a ouvert, il a été sous microscope, enfin on voit ça dans les images, ça a été un travail quand même assez important. 1 heure de travail, juste pour proposer un devis, et c'est pour rappeler que c'est un truc que vous faites et que vous proposez, tout en sachant que vous avez peut-être perdu 1 heure et que vous avez peut-être travaillé 1 heure pour rien. Ça justifie aussi peut-être les prix du reste. Non, pas nécessairement. On doit répercuter le coût. Maintenant, voilà, on sait aussi l'intérêt. C'est-à-dire qu'ici, ce n'est pas 1 heure de perdu dans la mesure où on connaît la valeur de l'appareil, on sait aussi notre coût horaire. Donc on sait qu'on va quand même de toute façon proposer une solution intéressante. On peut faire face exceptionnellement à un refus. Mais on sait que dans la majorité des cas, malgré tout, ça va être une acceptation parce qu'on va proposer une solution qui est réellement intéressante pour le consommateur final. Voilà, qui a un réel intérêt. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, on va pas lui demander 600 €, je veux dire, pour ce type de réparation. 1 heure de travail, on a un coût horaire de 60 € TVA comprise de l'heure. Sur une machine de cette valeur-là, on sait que ça reste relativement intéressant. Le prix final pour le client, on va éventuellement lui rajouter la pièce s'il y a un baffle à remplacer. En général, normalement, grosso modo, à moins de 100 €, le client va s'en sortir, ce qui reste quelque chose de super intéressant. Alors, on parlait donc de prix moyen, donc pour les tablettes, phablettes, on est en dessous de 100 € globalement pour des pannes connues comme écran cassé, ou bouton foutu, ou batterie fichue. Côté ordinateur, les gens viennent principalement pour quel genre de pépin? Et là, il y a une grosse différence de budget moyen, j'imagine quand même. Pas forcément, ça dépend. Alors les cas les plus courants finalement, c'est contact avec un liquide, on a renversé un verre d'eau sur le clavier, etc. Donc les remplacements de clavier sont des choses assez courantes. Ah oui, le coup du coca renversé, ça arrive, ça arrive. Et là souvent c'est le clavier qui prend, donc un remplacement de clavier, de nouveau, je pense généralement ça va tourner autour de... Ça dépend des versions, mais de 70 à 120 €, donc sur un ordinateur ça reste un budget tout à fait raisonnable. On rappelle votre taux horaire, votre tarif horaire 60 € TVA comprise de l'heure. Donc ça c'est pour la main d'œuvre. Cher non plus au niveau tarif. C'est pas excessif, surtout vu les connaissances qu'on a et quand c'est un réel travail électronique derrière, je pense qu'on a une réelle valeur ajoutée sur ce marché qui fait notre réputation. Quand on regarde les images et qu'on voit Julien qui travaille et puis vos autres collaborateurs, rappelons que vous êtes 2 à avoir fondé l'entreprise, Julien et vous. Un troisième s'est associé avec vous et vous avez maintenant 2 employés, ce qui est un beau résultat en 2 ans et demi, c'est quand même franchement pas mal. C'est pas mal. Parce qu'il faut quand même des connaissances réelles avant de pouvoir bidouiller un iPhone, un iPad ou un Mac ou autre chose.
Quelles sont les études qu'ont fait vous, votre associé, Alors, vos associés, vos dans le cas de collaborateurs? Julien, donc moi ici personnellement je suis autodidacte, hein, j'ai appris beaucoup avec lui et puis je m'occupe beaucoup aussi de la gestion de l'entreprise. Donc en termes de spécificité Nettement, au niveau technique, technique. voilà, c'est plutôt Julien qui tire ça vers le haut. Lui c'est des réelles études, des connaissances en électronique. Et puis il a un côté autodidacte très développé aussi, il a un réel intérêt pour ce métier. Donc en fait c'est sans cesse se remettre dans les bouquins, étudier. Il y a une réelle compréhension finalement de ces schémas électroniques et de ces composants, de la conception. Si finalement du rétro-engineering, comme on appelle ça, c'est essayer de comprendre finalement comment ces ingénieurs ont conçu ces machines, dans quelle direction ils ont voulu aller, pour pouvoir finalement être efficace au niveau de la réparation. Parce que quand on regarde le travail, encore une fois, que faisait Julien tout à l'heure, c'est presque de la chirurgie, c'est ce qu'on disait, c'est minuscule, il a vraiment des lunettes microscope, etc. C'est un travail de titan, parce que j'ai vu, c'est minuscule, il y avait 12 petites billes sur un truc qui est même pas le 10e du 20e d'un timbre, enfin c'est minuscule, absolument. Oui. Ici, il travaille au binoculaire x90, donc ça donne déjà une idée à peu près de la taille. C'est clair que par exemple la panne qu'on utilise, donc qui est finalement la pointe du fer à souder, on est à 0,1 mm. Donc ça donne une idée finalement de l'aspect minuscule de la chose. Ouais, c'est alors il est clair qu'en plus finalement de ces connaissances techniques, il y a un réel savoir-faire et une réelle... comment dire, c'est le magic touch du Repair Club, quoi, voilà. Exactement, c'est bien ça. Une punchline, comme on dit. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que tout doucement votre réputation, pas tout doucement, que votre réputation s'est assez vite fabriquée auprès de vos confrères, etc. C'est plutôt touchant et sympa, ou bien ça met plutôt un peu de pression sur les épaules, disant merde, il faut qu'on reste, pardon, en disant crotte, non, en disant flûte, il faut que je reste au niveau. Les deux, c'est vrai que c'est très valorisant en tout cas d'être reconnu dans le secteur, et particulièrement par les professionnels du milieu. Voilà, maintenant le petit côté négatif finalement c'est la perte de temps que ça engendre aussi. C'est vrai qu'on est souvent le service technique de l'un ou l'autre. Ça met pas mal de pression parce qu'on se retrouve souvent avec des appareils qui arrivent en grosse quantité chez nous, qui ne sont pas toujours des cas évidents à gérer parce qu'en général ce sont les cas les plus complexes finalement qui terminent chez nous. Donc ça met une certaine pression très clairement. Mais ça veut dire aussi que vous êtes considéré comme les Rolls de la chirurgie électronique. C'est pas mal ça. Oui, je l'espère du moins, mais en tout cas c'est le sentiment qu'on a très clairement. Les gens viennent de très loin pour venir chez nous, particulièrement les professionnels. Donc on a des colis qui arrivent régulièrement, que ce soit la région du Hainaut, Flandre un petit peu moins étonnamment. On va essayer d'ailleurs de miser un petit peu sur la Flandre, mais aussi bien de Libramont. On a des clients du nord de la France et du Luxembourg. Donc finalement ces cartes viennent de très loin. Alors, quels seraient les 3 conseils que vous pourriez donner pour conserver, pour avoir le moins de chances possible d'avoir besoin trop souvent de vos services, quoi, voilà. Pour un téléphone et une tablette, on va toujours les regrouper, et puis pour un ordinateur. Quels sont les conseils que vous pourriez donner de bonne prudence, de gestion, mon père de famille, je sais pas, de protection? Alors, dans un premier temps, une protection, c'est sûr, il existe des protections de type verre trempé qui protègent et qui sont quand même plutôt efficaces, en tout cas du moins pour protéger l'écran. À conseiller par rapport à ce qui n'est pas en verre trempé Alors, ce qui n'est pas en verre trempé, ça va plutôt protéger les griffes, ça va plutôt protéger l'aspect esthétique, mais pas de la casse. mais pas vraiment la casse. Alors le verre trempé, effectivement, c'est pas un produit infaillible pour autant non plus, mais il est clair qu'il a une réelle valeur ajoutée et bien souvent, c'est plutôt lui qui va casser à la place d'un écran, à un budget beaucoup plus raisonnable. Dès qu'on reçoit son GSM, paf, ou sa c'est mieux, tablette, c'est très clairement protège conseillé. l'écran en verre trempé, ça c'est un. Voilà, ainsi qu'une bonne coque de protection. Hein. Oui. Alors après, c'est plutôt dans l'utilisation. Éviter par exemple de charger et d'utiliser un téléphone en même temps. C'est comme ça que finalement, très rapidement, on va bousiller une batterie. Éviter tout ce qui est surchauffe de l'appareil. Donc si vous le laissez sur une terrasse en plein soleil, en plein été, c'est pas l'idéal. Ces appareils électroniques n'aiment pas trop ça. Alors justement, je profite que vous disiez ça pour donner un conseil à nos internautes. Sur Click Info, on essaye de cogiter de temps en temps, et quand je vois un truc qui passe, j'essaie de le retenir. Et tout à l'heure, vous m'avez dit, vous vendez un petit truc, on va pas le montrer, c'est pas pour faire de la pub, mais vous vendez une petite station à 20 €, je crois, oui. Ce qui m'intéressait parce que c'est une petite recharge pour pouvoir mettre l'iPhone. Et Julien me disait qu'en fait, on peut laisser l'iPhone dessus, en charge, il est protégé. On parle bien de l'iPhone à partir du 5, il me semble, il m'a expliqué, mais que c'est protégé et que donc il y a une balance qui se fait et qu'on n'a aucun risque de surchauffe et qu'on peut le laisser en charge tout le temps, mais ne jamais l'utiliser tout en chargeant. Alors aujourd'hui c'est le cas de
quasi toutes les marques hein, sur le marché, donc tous les téléphones haut de gamme en tout cas qui sont c'est le cas. Et c'est en fait un contrôleur de charge, donc c'est-à-dire que vous avez un ampérage qui passe, qui vient charger sa batterie. Ce contrôleur, une fois qu'il sait qu'il est arrivé à saturation, donc que la batterie est chargée, et ben il limite cette charge. Et donc finalement il ne fait que stabiliser, faire passer le courant pour la maintenir à 100%. Mais donc ça ne pose pas un problème de le laisser en charge. Ce qui pose réellement un souci, de nouveau, c'est le fait de l'utiliser et de le charger en même temps. Alors est-ce qu'il y a encore un dernier conseil à donner de prudence ou de bonne utilisation pour ce qui est téléphone et tablette? Est-ce qu'il y a encore un truc de prudence dont il faut vraiment... Le bon conseil, c'est éviter les chocs par-dessus tout, parce que même si l'écran ne casse pas, faut savoir que tous ces composants électroniques qui sont soudés sur carte, à un moment ou à un autre finissent par absorber ces chocs. Et un chipset par exemple, qui est un petit composant que vous avez vu tout à l'heure, vous avez vu que c'est fait sur un petit tapis de billes. Et ces petits tapis de billes, il y a un moment ou un autre, ils finissent par se fissurer. Typiquement parce qu'ils ont absorbé ce choc, ça va poser des problèmes de lecture de mémoire, et ce qui risque finalement de réellement condamner un iPhone ou autre appareil. Et alors, pour conclure sur ces appareils-là, comment choisir une coque correcte? Est-ce qu'il faut la choisir que parce qu'il y a Snoopy dessus, Droopy, je sais pas, machin, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'elle soit dans telle ou telle matière? Est-ce qu'il y a des matières à éviter qui sont un peu pièges à zozo? Et est-ce qu'il y a une matière qui est plus safe que les autres et que vous conseillez vraiment à 100% Il y en a des matières plus safe que les autres, absolument. En général, les matières un peu plastiques, siliconées, ont tendance à ont un meilleur taux d'absorption. C'est sûr que quand ils tombent, ça va absorber le choc, ça va limiter en tout cas l'impact sur les composants et sur l'écran. Éviter les coques dures, absolument. Les coques dures, généralement, souvent, on fait il y a des impressions dessus, donc on va se retrouver sur une coque plus esthétique, avec le Snoopy, le Mario, ou ce que vous voulez. Les esthétiques, c'est une question de goût, hein, ça. Oui, après, c'est clair que j'aurais peut-être pas choisi le Snoopy. Mais souvent, on se retrouve avec des coques à plastique dur qui, d'un point de vue protection, n'ont véritablement rien à apporter. Maintenant, côté ordinateur, Mac ou PC, est-ce qu'il y a de même des conseils de base qui sont vraiment des conseils de gestion de son ordinateur en bon père de famille, quoi? Un peu similaire hein, de toute façon à ce qu'il y a sur les Éviter de smartphones, balancer éviter les contre chocs, etc. C'est certain. Éviter de boire son café et laisser la tasse à côté, c'est jamais l'idéal, on en voit régulièrement. C'est souvent vous avez vraiment le cas du café qui a été renversé. Ça arrive régulièrement. Donc, on a parlé des appareils petits, on va dire, les GSM, les tablettes, question ordinateur, PC ou Mac, ça n'a pas d'importance. Est-ce qu'il y a là aussi des conseils de recherche pour bien l'entretenir, pour avoir le moins de risques possible? Enfin, pour vous dire vous voir le moins souvent possible, c'est pas bon pour vos affaires. Mais... Absolument, mais bon, de toute façon, il faut bien passer par là aussi. Voilà. On est là pour le conseil. Donc de nouveau, très similaire à ce qui se passe sur le smartphone, hein, on évite absolument tout ce qui est choc, la tasse de café qui traîne à côté du clavier, ça arrive très régulièrement, un accident. C'est votre numéro 1, ça, le café ou le coca qui est renversé? C'est au numéro 1 ou numéro 2, mais en tout cas ça fait partie du top, c'est sûr que ça arrive quand même très régulièrement. Ou je l'ai dans le sac à dos, la bouteille d'eau qui s'est renversée dans le sac, voilà, c'est ce genre de cas très classique. Est responsable de beaucoup de réparations. Absolument, absolument. Après, il y a éviter pour tout ce qui est ordinateur, une très mauvaise habitude que beaucoup ont, les draps de lit. L'utiliser dans le lit, ne pas laisser, en fait, toujours utiliser un ordinateur sur un support à plat. Oui. Il faut absolument que ces ordinateurs puissent respirer. Autrement, ça surchauffe et voilà, exactement. incendie et catastrophe. Alors surchauffe, les composants électroniques, ils n'aiment pas beaucoup ça. On diminue très clairement la durée de vie de ces appareils. Ce sont des chipsets électroniques, ce sont des semi-conducteurs. Ces semi-conducteurs, soumis à de fortes chaleurs, vont finir par poser problème plutôt rapidement en général. Donc évitez ça, évitez les endroits où vous avez un amas de poussière qui risque de se cumuler. Et de temps en temps, mine de rien, un ordinateur, ça s'entretient. C'est un peu comme une voiture, il y a quand même toujours cet aspect-là. On peut remplacer la pâte thermique. En deux mots, comment est-ce qu'on entretient un ordinateur vraiment en fait? Alors l'idée là, par contre, là je vais faire tourner un petit peu les affaires, mais c'est certain que après un an ou deux d'utilisation, un peu aussi en fonction de la façon dont tu l'utilises, il est quand même bon d'envisager de remplacer ses pâtes thermiques, de faire un nettoyage, dépoussiérer à l'intérieur. Un check-up médical. Voilà, absolument, ça va clairement prolonger la durée de vie de l'appareil. On dit que vous êtes de la clinique, donc c'est venir faire un tour à la clinique une fois tous les ans, comme le dentiste, comme avec le dentiste. Oui, absolument, absolument, très clairement. Ça vient combien un petit check-up comme ça, si c'est juste un petit entretien? Alors un check-up par exemple, si on doit remplacer donc toutes les pâtes thermiques, démonter entièrement la machine, etc., je pense qu'on a un forfait 80 € TTC. Donc c'est un petit peu plus d'1 heure de travail pour nous, et là-dedans il y a le remplacement de la pâte, etc. Donc, tous les ans, tous les 2 ans max, un petit tour, oui c'est ça, quelqu'un qui utilise peut-être de manière très intensive, je vais plutôt le conseiller tous les ans.
un usage plutôt habituel, enfin régulier, mais pas excessif. Tous les 2 ans suffiront largement. Alors on parle beaucoup de produits comme l'air comprimé, pchit, machin, est-ce qu'on utilise un pinceau, est-ce qu'on peut utiliser du glace-sexe sur l'écran. L'entretien au quotidien comme ça, est-ce que vous avez 1 ou 2 conseils pour qu'il reste propre? Voilà, on y tient à son ordinateur en général, on aime bien qu'il reste propre, mais beaucoup de gens se demandent s'il y a un produit de nettoyage de vitre. Ça marche, vous pouvez absolument. Maintenant, la question, toujours ça, n'allez pas avec le spray directement sur l'écran, hein, c'est jamais bon, ça va couler, ça va rentrer dans les circuits imprimés, c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Comme le café. Absolument, maintenant, que ce soit pour un clavier, un écran, une lingette légèrement humide, qui ne commence pas à s'égoutter au-dessus du clavier, ça ne posera aucun problème. Donc voilà, si vous voulez préserver l'aspect esthétique et le maintenir clean, et si tout on comme veut le clavier, utiliser un absolument. produit pchit, quel est le produit de base? On peut utiliser un chiffon microfibre? Alors, oui, bien sûr, un chiffon microfibre simplement avec un peu d'instanet, en fait, ça fait très bien l'affaire, c'est super efficace. Donc un petit pchit, installé Oui, alors mais le sur suffit. un microfibre. Voilà, exactement. Pas sur un Spotex, Pas directement. pas sur un sopalin. Vous pouvez l'utiliser sur un sopalin, ça va aller aussi, il n'y a aucun problème. Mais surtout pas le spray directement sur l'écran. Voilà. Évitez toute coulure, ça c'est vraiment essentiel. Les sprays air comprimés, effectivement, c'est très efficace pour dépoussiérer un clavier. Donc ça vaut la peine. Éventuellement, même dans le circuit de ventilation, c'est quelque chose que vous pouvez vous permettre également. Et le clavier, si on passe un petit coup de pinceau de temps en temps entre les touches, ou bien alors c'est de l'air comprimé, ça s'entretient le clavier, il faut faire gaffe quand même. En général, je pense que quelqu'un qui est relativement soigneux, qui évite de manger au-dessus de son clavier, ça pose pas de problème, il n'aura pas forcément à l'entretenir. En fait, finalement, de nouveau, c'est plus l'utilisation qui va faire la différence et la longévité. Parce qu'à un moment ou un autre, si s'écrase, finalement, s'imprègne, on risque d'avoir des problèmes réellement sur le circuit électronique tôt ou tard. Alors qu'est-ce qui va faire la pérennité ou la prolongation de la vie de Repair Club? En fait, qu'est-ce que vous pourriez vous souhaiter maintenant en conclusion pour les 2-3 prochaines années? Puisque vous êtes à 2,5, donc vous êtes à mi-chemin des fameux 5 ans dont on parle souvent pour la maturité d'une entreprise. Vous êtes bien parti, mais qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 2 ans et demi qui viennent? Alors maintenant, nous, c'est développé, donc ouais, très clairement. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a une réelle recherche, en tout cas, du développement B2B. Donc c'est vrai qu'on s'est spécialisé réellement sur la réparation. Business, hein. Absolument, oui, business to business. Donc travaillez vous avec des petites entreprises. Voilà, donc c'est vrai que maintenant il y a une recherche de notre part de commencer à faire un atelier supplémentaire, mais qui serait par contre un atelier fermé. Donc toujours avec la possibilité du Repair Club pour les particuliers de venir chez nous. Mais en tout cas sous-traiter tous les travaux les plus complexes, finalement dans un atelier un petit peu plus adapté à une réelle demande à laquelle on fait face aujourd'hui. Donc voilà, ce qu'on espère très clairement, c'est encore se spécialiser, être encore meilleur sur les dernières machines finalement qui sont conçues afin de prévoir encore un marché pour de longues années. Quoi. On a quand même toujours gardé cette volonté de garder un atelier très ouvert. C'est pour ça que chez nous, quand on va regarder dans l'espace, les clients voient ce qui se passe. Ouverte, ça met en confiance. Exactement. On voulait absolument casser cette image de réparateur qui prend votre machine puis qui va en arrière-plan et vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas s'il a réellement effectué un changement. Voilà, on veut cette idée. Oui, absolument. On veut cette idée d'ouverture, on veut que les clients sachent ce qu'on fait et finalement de la réelle valeur ajoutée qu'on peut apporter. Alors pour conclure vraiment, vous me disiez tout à l'heure que vous cherchiez éventuellement quelqu'un. Alors profitons-en, vous cherchez qui et pourquoi? Alors aujourd'hui, un profil plutôt technicien, donc c'est pas très grave s'il n'a pas une énorme expérience dans le domaine parce qu'on est là pour le former et l'encadrer. Mais il faut le feeling, le don. Alors oui, effectivement, en général, c'est vrai que par exemple un profil qui a fait beaucoup de maquettes étant petit, ce genre de choses, en général on sait qu'il a déjà une certaine dextérité, il a déjà certains atouts. Ouais, absolument. Ça peut être très très utile. Donc ça peut être potentiellement un bon profil, puis quelqu'un qui aime finalement aussi un petit peu la culture geek. C'est clair qu'il doit s'intéresser à l'informatique, il doit avoir un réel intérêt pour les nouvelles technologies, donc ça c'est clairement le profil qu'on recherche. Puis bon, voilà, pour rester dans l'esprit de l'entreprise, plutôt sociable. Vous êtes à 5, mais absolument. Vous êtes une bande de jeunes, vous êtes tous assez jeunes en fait, il n'y a même pas un cadre. On est tous assez jeunes, je pense que le plus âgé chez nous a 32 ans, donc... Ouais, donc c'était 34, je ne sais pas comment on dit pour les 30. Je pense qu'Emery le plus jeune doit avoir 23 ou 24 ans, et donc on se retrouve de 23, 24 ans, 32 ans finalement. La future recrue doit donc être sociable, ouverte aux autres en tout cas. Absolument. Masculin, féminin, je suppose que... Aucune importance. D'ailleurs on ne peut pas de toute façon, voilà, mais c'est vrai que dans ce métier-là, ça n'a aucune importance.
Aucune importance. C'est vrai que généralement, c'est... Il n'y a pas besoin d'être costaud, machin. C'est un domaine qui plaît généralement plus aux garçons qu'aux filles. Hein. Oui. Mais c'est clair qu'on ne fait même pas de différence. À la limite, on chercherait même peut-être potentiellement un profil féminin. Ça rajouterait aussi une touche plutôt sympa pour les clients au téléphone. Donc voilà, s'il y a toutes les heures une fille très intéressée par ce genre de... Voilà, alors ceux qui vous retrouvent, on mettra dans le bas de l'écran de toute façon l'adresse de votre site et votre numéro de téléphone. Autrement, il passe par la rédaction chez nous par mail et nous on vous transmettra. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus un jour de travail parce que c'est pas toujours évident. Avec grand on l'a entendu, ça passe devant, derrière, mais on voulait montrer un vrai jour de travail et ne pas faire ça en cachette un dimanche. Ça fait mis en scène, c'est pas top. Merci beaucoup à toute votre équipe aussi. C'est un boulot d'avenir, on le voit, hein, parce qu'en 2 ans et demi, vous avez quand même bien évolué. Moi, je vous propose qu'on se revoit dans 2 ans et demi, quand vous avez 5 ans, c'est l'âge de raison pour une entreprise. Absolument, oui. Si on sera toujours ici, ou si vous nous recevrez dans un grand bureau d'angle, dans un grand immeuble, on verra. À la Wall Street. L'avenir nous le dira. Voilà, merci beaucoup. Avec grand plaisir.